Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne d'iStory pour un petit feuilletage, retour de lecture, bref, parce que j'ai pas tout lu, mais voilà, on va regarder un petit peu ensemble la gamme de Into the Odd, donc Into the Odd qui nous a été confié généreusement par les 12 singes, encore merci à eux pour leur générosité et leur confiance. Voilà, Into the Odd, on va en parler parce que c'est complètement le genre de jeu sur lequel je serais passé à côté volontairement. Alors, attention, ne partez pas, hein, cette vidéo est cool quand même, je suis pas là pour bâcher un jeu, mais je suis là aussi pour être honnête, et puis pour raconter ma vie bien évidemment. Mais voilà, on va en parler parce que voilà, ce jeu coche tout simplement tout ce que j'aime pas dans le jeu de rôle, et pourtant, ça me tente. Donc c'est pour ça, restez. Moi je me dis, ouais, c'est le bon combo, tu vois, mettre un petit peu de drama, un petit peu de sel, mais voilà, ça, on accroche les gens comme ça. Allez, on va en parler, on va faire un petit feuilletage. Alors avant toute chose, Into the Odd, c'est quoi? Vous allez le voir tout de suite dès que j'ai trouvé ma scène, qui est peut-être ici. Yes, ça fonctionne. Voilà. Into the Odd. Into the Odd qui a été livré donc il n'y a pas très longtemps par les 12 singes, qui a fait l'objet d'un financement participatif et qui se compose de, en tout cas en ma possession, de 3 bouquins. On a le livre de base Into the Odd, on a Mystère de Londres et Nouveau Mystère de Londres, et enfin on a Paris, le Paris du dessous. Voilà. Alors, on va commencer par Into the Odd. C'est un jeu contemporain. C'est pas Medfan, c'est un jeu contemporain. Je suis désolé pour les 12 singes, j'aime pas bâcher les jeux, mais et je pense qu'ils devaient être fous quand ils ont dû voir ça, mais vous voyez, un jeu de rôle, un jeu JE sur la couverture, qu'est-ce que ça fait moche, je suis désolé, hein. Mais là, purée, c'est... Waouh, ils ont dû s'en vouloir quand ils l'ont vu, ça. Into the Odd, format A5, donc petit format, moi j'aime bien. Et petite particularité de ce jeu, alors je connais pas la VO, etc. Me posez pas de questions sur la version anglaise, j'y connais rien. Ce que j'aime bien, donc, c'est couverture rigide en couleur, et ça se voit peut-être pas à la caméra, peut-être un peu, mais c'est du tissu en fait. C'est du tissu, là c'est classique, c'est lisse, là c'est du tissu. Même le nom, on le voit sur la tranche, c'est pas aussi net que sur une couverture classique, mais c'est du tissu, c'est très chouette. Donc voilà, très original en fait comme design, à voir avec le temps, mais parce que là, ouais, on sent la séparation, etc. Donc je pense que la colle est quand même vraiment bonne, parce que ça bouge pas du tout. Mais voilà, plutôt chouette en fait comme réalisation. C'est un jeu tout en couleur, et alors, c'est un jeu que j'ai lu dans le train au retour de Kaysersberg. Et pourquoi c'est un jeu sur lequel je me serais jamais intéressé? Parce que dans ce bouquin, le lore du jeu, donc c'est un bouquin de 200, non pas 200, de 100, 140 pages à peu près. Le lore de ce jeu tient en 2 pages sur 140. En fait, il n'y a pas de lore. Ce jeu n'a pas de lore. Le jeu, Into the Odd, ça vous dit en gros, on joue dans une ville qui s'appelle Bastion, une ville avec certaines technologies, machin truc. C'est très très vague, on n'en parle pas beaucoup de Bastion, on ne sait pas trop ce que c'est, on l'évoque vraiment plus qu'autre chose. Et on vous dit, vous jouez des aventuriers, des gens qui ont pour mission, enfin qui ont envie d'aller dans les donjons, en fait, pour découvrir, explorer, trouver des enfin pas des artefacts, comment ils s'appellent ça, des arcanas, je crois que ça s'appelle des arcanas. Ces arcanas ont des pouvoirs spécifiques, etc., machin truc. Et c'est tout. En fait, le jeu, ce jeu-là, c'est 2 pages de lore, le système, et tout le reste, c'est du donjon, en fait. Alors, moi, le donjon, c'est pas mon truc. Enfin, c'est pas mon truc, j'ai jamais trop essayé, mais c'est un truc que encore une fois, voilà, le RP dans le donjon, j'ai du mal à le concevoir. Je me dis, ouais, passer tout son temps dans le donjon, ça a l'air un peu relou, etc. Et quand j'ai fait une première lecture de ce bouquin dans le train, et à la fin de ma lecture, je me suis dit, bon, bof, je me suis dit, pas ouf en fait.
Et puis j'ai commencé à réfléchir, je me suis dit mais pourquoi c'est pas ouf en fait, pourquoi j'aime pas? Et j'ai essayé de me poser la question. Et en fait c'est tout simplement que j'aime pas parce que ça change de ma pratique habituelle du jeu de rôle. Je me suis dit, et si on essayait de le voir un peu autrement ce jeu? Je me suis dit bon, imaginons j'arrive à trouver une équipe de personnes qui aiment faire du donjon, qui aiment le côté exploration. Et je me suis dit en fait ce jeu c'est un peu comme les jeux vidéo, les roguelites, où ton objectif c'est d'essayer d'aller toujours plus loin dans le donjon, toujours plus, voilà, d'essayer d'y aller de plus en plus loin, de trouver des trucs, etc. Et je me suis dit, bon, bah, en partant de cette logique, avec un groupe qui est dans le mood, bah, en fait, le jeu est cool. Le jeu est cool parce que, ben, on va commencer à le feuilleter, mais le jeu peut avoir son intérêt. Attendez, je vais mettre un petit peu de lumière. Est-ce que c'est bien ou est-ce que ça fait des reflets? Je crois que c'est mieux quand même. Alors, qu'est-ce que vous dites? L'ADA est pas mal du tout, je suis d'accord. C'est toujours beau avec Johan Nord à la direction artistique. Le pitch de Diablo 1, c'est bien Arcana. Je crois qu'on a compris que tu aimais pas les donjons. Alors, c'est pas que j'aime pas les donjons. Justement, en fait, c'est ça qui est fou, c'est que la première lecture, j'ai pas aimé. Et je l'ai relu en me mettant dans le mood. Allez, j'ai envie de faire du donjon, j'ai envie de découvrir ça, etc. Et à la fin de la deuxième lecture, et en fait, j'ai envie d'y jouer. Et je vais pas dire qu'il y en aura sur la chaîne prochainement parce que je sais pas trop si je vais avoir envie de m'y lancer à ce point, mais ça m'a effleuré l'esprit. Je me suis dit, est-ce qu'on se ferait pas un de ces quatre, justement, un vrai donjon où il y a que ça pour voir jusqu'où on peut aller. Voilà, je pense que ça peut être sympa. Voilà, on parle un monde étrange, vous voyez, il n'y a pas 36 000 pages, hein, pages à 4 à 7, c'est tout. Nouveau dans le jeu de rôle, c'est les trucs classiques, c'est quoi le jeu de rôle? Créer un personnage, on parle des règles qui sont archi simples, puisque vous voyez, il n'y a que 5 pages de règles. Les arcanas, c'est tout simplement les objets que vous allez trouver dans les donjons. Et ensuite, voilà, après les expéditions, ça c'est je crois que c'est l'XP de mémoire. Et ensuite, voilà, devenir MJ les trucs, et bim, tout ça, c'est du donjon en fait. Alors, visuellement, le jeu est très beau. Vous voyez, un monde étrange, donc là on vous explique les citoyens affluent à Bastion, qu'est-ce qu'il y a sous la ville, etc. Et paf, c'est fini. Voilà, le lore, on l'a fait. Maintenant, nouveau dans le jeu de rôle, qu'est-ce qu'on joue? De quoi on a besoin? Créer un personnage, c'est très rapide. Vous avez 3 stats, force, dextérité et volonté. Vous avez 10 de points en moyenne pour être à peu près en moyen dans une caractéristique. Vous allez lancer 3d6 pour chacune des caracs et ça va représenter votre carac de base. Selon votre carac de base, vous allez aussi lancer un d6 pour savoir le nombre de points de vie que vous avez. Vous allez choisir votre équipement de départ hein, qui... c'est un croisement entre votre caractéristique la plus haute et votre point de vie, et donc vous reportez sur le tableau pour savoir justement de quoi vous êtes équipé. Par exemple, si vous tombez là-dessus, vous voyez que vous allez avoir un pistolet, un couteau, vous allez avoir télépathie si la cible échoue à son jet de volonté, et c'est tout en fait, et vous allez commencer le jeu, enfin le donjon, comme ça. En termes d'équipement, voilà, vous avez les listes des équipements que vous pouvez avoir. Jouer, on vous parle de la sauvegarde, des tours, des actions, des attaques, etc. Le jeu est très très simple, hein, en fin de compte, à prendre en main. On parle des arcanas. Qu'est-ce que c'est que les arcanas? Des pouvoirs que vous pouvez avoir. Il y a des arcanas mineurs, majeurs. Je ne vais pas feuilleter tout le livre, mais voilà, vous avez voilà, les arcanas majeurs. Admettons, on en prend un au pif, hein, le parchemin sanglant. En cas d'échec d'une sauvegarde de volonté, la cible voit son sang devenir de l'acide. Elle subit des 6 points de dégâts par tour, sans armure, jusqu'à la réussite d'une sauvegarde de volonté. Voilà, ça annonce tout de suite la couleur. Il y en a quand même pas mal du tout. Les arcanas légendaires, voilà, on en a encore plus. Un petit exemple de partie, j'ai trouvé ça très cool. Ça aide beaucoup, hein, je la trouve très bien faite. Elle est un peu longue, mais on voit vraiment la mécanique, etc. Donc c'est vraiment chouette. Donc le jeu est en couleur, voilà d'autres exemples, etc. C'est vraiment cool. Entreprise et guerre, donc les revenus, etc. Comment... Enfin, voilà. Les exemples de leader, les bâtiments, etc. Devenir MJ, donc c'est les différentes techniques justement pour mener ce jeu. Trésor et richesse, voilà, vous avez tout ce qui est arcana, le pognon, comment ça se passe, etc. Les obstacles et les pièges, comment y faire face. Exemple de danger. Admettons, moi j'aime bien, tiens, on va regarder le point instable. Les personnages doivent traverser pour rejoindre l'autre côté. C'est facile quand ils prennent leur temps.
mais sous la pression, parce qu'ils courent ou qu'ils sont attaqués, une sauvegarde de Dex s'impose pour ne pas tomber. Des 6 points de dégâts, et il faut une corde pour remonter. Les niveaux inférieurs abritent des crocodiles, avec les stats qui vont bien. Donc voilà, on est vraiment dans le donjon pur et dur, quoi. Les rencontres, alors voilà, est-ce que c'est un monstre, quelles sont les motivations des monstres, etc. Donc vous avez quelques exemples. Un monde étrange, voilà, on vous explique la ville, les souterrains, qu'est-ce qu'il y a au-delà de Bastion, qu'est-ce qu'il y a au-delà de la civilisation, etc. Et donc là, ça représente la moitié du bouquin. Et ensuite, on a le corail de fer. Le corail de fer qui est le donjon proposé dans ce bouquin. Vous avez la map de du premier niveau, avec à chaque fois qu'est-ce que c'est, quelle pièce, etc. Vous commencez ici, vous rentrez, vous arrivez au niveau 1, on vous dit, il y a ça, voilà, je veux dire, il n'y a pas de RP. Hein. Dans le niveau 1, vous savez, les cavernes sombres écho des vagues, et c'est tout. Il y a une rampe, une alcôve, un passage, machin, à gauche il y a un mur de corail, en bas une crevasse, et on continue. Et par contre, l'élu est cool, hein, on est d'accord, hein, clairement. Et en fait, voilà, il n'y a que ça. Ça, c'est le donjon, avec quelques images qui vont bien. Vous continuez, c'est que de la description. Niveau 2, un autre donjon. Niveau 3, un autre donjon. Donc voilà, c'est que ça, en fait, jusqu'à la fin. Après, il y a un deuxième... Ouais, ça, c'est le niveau 3. Après, il y a... voilà, après, il y a un système de voyage, en fait. Donc le corail de fer, le donjon est ici, mais une fois que vous l'avez passé ou quoi, vous pouvez aller dans d'autres lieux. Notamment, vous voyez, il y a une espèce de ville ici. Donc on vous explique comment faire, comment traverser les hexagones. Après, vous avez on le remet à chaque fois, en fait, et ça c'est pratique, parce que comme on vous décrit les hexagones, quel hexagone correspond à quoi, plutôt que de tourner les pages, en fait, ils ont remis l'hexagone, enfin la map, sur toutes les pages, quoi. Ensuite, vous avez les spécificités. Mythe de Marem, ça c'est encore autre chose. Je passe volontairement pour pas trop vous montrer parce que ça spoil pas mal. Un nouveau petit donjon, etc. etc. Voilà, quelques endroits. Le dernier port du Nord avec les différents lieux qui le composent, etc. etc. Et à la fin, vous avez toutes les tables aléatoires pour les figurants. Qu'est-ce qui est arrivé, à quoi ressemble cette rue, où mène ce passage, la route la plus rapide pour traverser la ville. Voilà, vraiment plein de tables aléatoires. Voilà, et le livre se finit à... Ouais, tout ça, c'est des tables aléatoires de partout. Et le livre se finit comme ça. Donc au final, c'est ce que je vous disais. Le jeu, Into the Odd, tel qu'il est là, je trouve que c'est un bon jeu pour ce qu'il propose. C'est-à-dire faire du donjon. Si vous voulez faire du RP, si vous voulez faire des histoires, etc., c'est pas celui-là. Attention, toutefois, là, on ne parle que de celui-là de bouquin. Into the Odd n'est pas venu tout seul. Celui-là, ce bouquin n'est pas seul. Il y a d'autres bouquins dont on va parler parce que les autres sont des suppléments de contexte en fin de compte. Donc ça aide en fin de compte. Le deuxième, alors celui-là je l'ai lu, je vous en ai parlé rapidement, etc. Les deux autres, je vais pas vous mentir, hein, je les ai pas lus complètement parce que ça spoil énormément et je voulais y aller en douceur. Et c'est surtout que je les ai eus la semaine dernière, hein, donc j'ai pas eu le temps de les faire dans le détail, mais je les ai bien survolés. On va commencer par le pari du dessous, tiens. On va commencer par le pari du dessous. Le pari du dessous, donc c'est, je crois, le second livre, hein, dans la... Vous voyez, toujours avec ce côté tissu, et ce côté couleur. Qu'est-ce que vous m'avez dit? Ça fait penser... Nanana, c'est une ville qui revient souvent... Bastion, c'est une ville qui revient souvent chez Chris McDowell, dans Electric Bastionland et Mythic Bastionland, par exemple. Ok, je connaissais pas. Il y a des cartes pour les arcanums du jeu, utilisables aussi pour d'autres jeux Medfan Steampunk. Oui, il y a des cartes, mais je les ai pas. Je peux pas vous les montrer. J'ai que les bouquins. Une page sur deux, c'est des lieux. Oui, au niveau de l'illustration, ils sont assez... ils sont pas trop radins, ça va. Je connais Mouse Ritter, du pur X-Scroll, cette partie-là. Oui, c'est ça. Je trouve la couverture géniale de Paris du dessous. Effectivement, elle est vraiment cool. Paris du dessous, donc c'est quoi? C'est le deuxième livre, donc qui vous emmène où? À Paris, en fait. Mais plus exactement, le Paris qui se trouve sous le Paris que l'on connaît. En fait, ce jeu, c'est un guide complet de cette ville. Donc il va y avoir des règles spécifiques
qui vont en faire un jeu complet, c'est-à-dire que... Alors je me rappelle plus, mais je crois qu'en fait vous avez... Je sais pas si vous avez besoin du livre de base de Into the Odd pour y jouer en fait. Je me rappelle plus. Mais en gros, voilà, vous allez découvrir tout un tas de lieux, donc il n'y a pas de scénario à ma connaissance, mais c'est vraiment un supplément de contexte. Il y a plein de trucs très rigolos, regardez. Vous avez les illustrations, comme c'est le pari du dessous, il y a plein d'illustrations qui sont à l'envers, tu vois. Ici, section des joueurs, mais joueurs, il est écrit à l'envers. Section du MJ aussi. Vous avez annexe, donc c'est très rigolo en fait. C'est très rigolo. Donc voilà. De quoi parle ce livre? Je vais vous lire la 4e de couverture, ce sera peut-être plus parlant. Alors, jeu de rôle de découverte étrange du fantastique aux règles basées sur Into the Odd version française et à l'ambiance inspirée par le Neverwhere de Neil Gaiman. Sous Paris, je suis en train de le lire en même temps que vous parce que je ne peux pas le lire sur le bouquin, je suis en train de me servir du stream. Sous Paris se trouve une seconde ville, le reflet à la fois familier et déroutant de sa sœur du dessus. Elle forme une étonnante cité avec ses quartiers, ses monuments, ses habitants, ses secrets et ses intrigues, écho lointain et déformé de la réalité de la surface. Vous êtes un égaré. Donc ça me plaît parce qu'on te dit déjà ce que tu joues, ça c'est cool. Vous êtes un égaré, plongé par hasard ou par le destin dans ce Paris dessous. Que vous vouliez rejoindre votre monde ou que vous choisissiez d'explorer ce surprenant endroit, tant d'aventures vous attendent comme visiter la Bastille, un endroit où il y a des chats d'ailleurs, affronter le courroux de l'autre dame de la cité, arpenter les champs de masse, ou pourquoi pas rechercher le cimetière des innocents, une arme légendaire. Et en fait, vous avez après un texte qui est écrit à l'envers, mais qui est tout simplement le doublon de celui que vous venez de lire, quoi. Voilà. Un égaré, c'est ça. J'adore Neverwhere, dommage que l'auteur... ouais, je connais pas Neverwhere. Il est écrit comment? Bastille? Ouais, c'est ça. Bast, bah, comme il y a des chats, Bast, j'imagine c'est un clin d'œil à la divinité égyptienne. Bah, Bastet, Bastille. Voilà. Donc, on a la partie joueur où en fait on va retrouver les aptitudes, les traits, les origines, etc. Donc la création de perso qui va un poil plus loin. Voilà, Bast comme Bastet, c'est ça. Qui va un petit peu plus loin que dans la version de Into the Odd classique. Ce que vous devez savoir, c'est le niveau de la ville lumière, l'expérience, etc. Et ensuite, c'est la partie du MJ avec les souterrains, tous les éléments propres. Donc, c'est que du supplément de contexte. Hein. Et on se lance. Donc, vous avez la petite introduction, toujours des petites... vous voyez, à l'envers et dans une autre couleur, l'image. Moi, j'aime bien comment c'est fait. Qui êtes-vous? Voilà, donc on vous parle... On retrouve les aptitudes, hein, les trois aptitudes. Vous avez des traits. Et il y a des traits, il y a des trucs trop cool. Vous pouvez par exemple jouer un chien qui est ici. Voilà. Je vous le montre. Vous êtes un chien, tout simplement. Gratter la terre, flairer, aboyer, courir après les véhicules sont des activités pour lesquelles vous êtes avantagé. En revanche, vous êtes désavantagé pour les activités requérant une forme humanoïde ou un pouce opposable. On peut jouer un chien. Je crois que le seul jeu où j'ai pu jouer un chien de ma vie, c'était... flûte, le truc steampunk là. Où je jouais Capitaine Toutou, c'était Château Falkenstein. Vous avez aussi des facultés disponibles avec des petits pouvoirs, comme par exemple, je sais pas, on va regarder ce que c'est que la capnokinésie, ici. La capnokinésie, vous pouvez contrôler par la pensée les fumées et vapeurs, décidant de leur forme, de leur concentration, augmentant leur densité ou au contraire les dissipant. Voilà, donc vous avez plusieurs petits moves un peu spéciaux. Pareil, ça c'est trop cool. Les origines, qu'est-ce que vous jouez comme personnage? Vous pouvez jouer des automates, des égarés, donc c'est des surfaciens, hein, tout simplement, ils appellent ça des surfaciens. Des légendes, une légende urbaine, vous pouvez jouer une légende urbaine, vous pouvez jouer un platame. Qu'est-ce que c'est un platame? C'est un homme plante en fait. Nomme les plantes intelligentes et mobiles. Voilà. Et vous avez la petite variante Mi-7 pour le côté... je crois que Mi-7, ça veut dire champignon, il me semble. Vous pouvez jouer un sauvage. Alors les sauvages, en fait, ce sont les animaux, hein, les chats, les chiens, les corneilles, chauves-souris, etc. Vous êtes un animal parisien. Un pigeon, par exemple. Ensuite, on parle des corporations, des guildes, etc. Il y en a également plusieurs. Hein, la guilde des machinistes. J'adore
Vous avez vu un peu, hein, c'est super chouette quoi. Ce serait pas mal ça pour un solo. De jouer un chien? Ouais, pourquoi pas, hein. Un chien robot. Ah, un automate. Un tout automate. Sapeur, spadassin. Vous pouvez avoir des compagnons. Alors, les compagnons, dans le Into Zod, donc le livre de base, ils expliquaient que si vous faites un donjon et que vous n'êtes pas assez nombreux, parce qu'un donjon de base, c'est à partir de 4 personnes, si vous n'êtes pas assez nombreux pour jouer en fait dans le donjon, vous pouvez vous créer des compagnons, et donc c'est des sbires qui vous accompagnent, qui peuvent avoir différentes apparences, etc., qui ont également de l'équipement, des stats, etc. Tu peux combiner, bah, je suppose, oui, puisque tu peux choisir hein, le trait et le truc. Ensuite, voilà, les armes, les armures, etc. Ce que vous devez savoir, donc ça c'est le texte, le système. On y revient avec les tours, les actions, les attaques, etc. etc. Voilà, donc là on est vraiment sur la partie système spécifique. On parle ensuite de niveau de vie dans la ville lumière, etc. L'XP, bien évidemment. Le S pour Samp, c'est pour solo. Ah, bien vu. Le tout automate, trop chou. Ouais, oui. Les pigeons, ce sont des rats avec des ailes. Je suis d'accord. À la différence que les rats ne te chient pas sur l'épaule. Bref. Un autre truc que j'ai trouvé trop drôle. C'est Space, mais c'est trop drôle. C'est la fiche de personnage. Qui est là. Et elle est dans le bon sens. Ça, j'ai trouvé ça très drôle. C'est-à-dire que sur le côté, vous avez justement à quoi sert un tel ou tel truc. Hein. Vous avez ici, vous voyez, passif, puissant, polyvalent, actif. Donc ça, c'est des trucs pour les traits, etc. Mais sinon, le reste est écrit à l'envers. Le nom, vigueur, origine, dextérité, appartenance, personnalité. Dossier de Paris, équipement, voilà, tout est écrit à l'envers, sauf les petits trucs, là, vous avez les traits ici, les facultés, l'équipement, vous pouvez le mettre. Donc c'est rigolo, en fait, je trouve ça rigolo. Je sais pas si sur le long terme on s'y fait, quoi, mais moi je trouvais ça rigolo, quoi. Et après, voilà, comme pour l'autre, on a la section du MJ, avec les souverains et les domaines, puisque le territoire du Paris des Dessous appartient à des souverains, et chaque souverain constitue le centre spirituel de son domaine. Donc voilà, il y en a tout un tas tout un paquet. Éléments généraux du paysage urbain, donc on vous parle de la Malsène et de ses rives. La Seine, hein, la Malsène, voilà, c'est très rigolo. À chaque fois, à côté, vous avez un petit symbole, vous voyez, ici c'est marqué VL3. Ça veut dire que c'est la ville lumière. Donc, pour savoir si on est plutôt au-dessus ou plutôt en dessous, en fait. Je crois, hein, si je dis pas de bêtises, il me semble que c'est quelque chose comme ça. La citadine. À chaque fois, ils ont remélangé les trucs. Les halles, les arènes de Lutesque. Le jardin de Tuerie. Entre autres. La tour Saint-Jacques. Plessel. Oh, il me plaît cet endroit. Plessel. Ça, c'est cool. On va le lire, tiens. Juste, on va s'en faire un, juste pour voir un peu ce que c'est. Plessel. Hop. Non loin du temple, au sud de l'allée des rosiers, la terre battue et la roche des souterrains se sont métamorphosées voici quelques décennies en un épais amas de chair entouré d'une peau de couleur rose grisâtre dans laquelle s'est ouverte une plaie béante et ensanglantée, et depuis laquelle se répandent dans l'air des vapeurs saumâtres accompagnées de sanglots indistincts et de soupirs inarticulés. C'est sympa, hein? En retombant aux alentours, les vapeurs se condensent et forment des concrétions salines exploitées avec lucre via un consortium formé de guildes de marchands et de sapeurs. Nombre d'habitants de Paris pensent que l'apparition de la Plessel serait due à une faute des habitants de la surface et font fréquemment un parallèle entre les gémissements de la Plessel et les plaintes de la roche d'enfer. Sympa, hein, ça met de la joie et de la bonne humeur hein, tout de suite hein, dans le donjon. Hein. Il y a plein d'endroits qui font penser à Paris. Bah oui, c'est fait exprès. Paris du dessous dans ma wishlist. Ah, attends de voir le prochain. Parce que pour le côté chauvin, on va dire que Paris c'est bien, mais en termes de conception et de ce qu'on peut trouver, le dernier est à ma préférence. Le mystère de Londres, pardon, est plutôt cool, quoi. Des bisous en trace et puis passe une bonne journée. Voilà, donc je vais pas tous les faire, on va avancer un peu. Ah voilà, ici. La Bastille et ses dépendances. Les gangsters de Lappe, c'est des hommes chats.
Il y a combien de livres? Alors, des livres comme ça, moi j'en ai 3. Après, j'ai cru voir, mais il faudrait que je vérifie, mais j'ai cru voir qu'il y avait énormément de petits PDF. 3, hein, il me semble qu'il y en a 3. Par contre, il y a plein de petits PDF avec des suppléments de contexte, des scénarios, des trucs comme ça. Je crois que j'ai téléchargé hier, mais j'ai pas eu le temps de le regarder. J'ai téléchargé un kit de découverte, enfin, gratuitement, hein, c'est trouvé sur internet. J'essaie de retrouver le lien, je le mettrai dans la description de la vidéo. Mais vous avez un kit de découverte justement pour voir un petit peu comment ça fonctionne, etc. Donc voilà, là on est vraiment sur un supplément de contexte, il n'y a pas de scénario à ma connaissance, on va vérifier, on va aller jusqu'au bout, mais j'ai pas de souvenir qu'il y ait de scénario dans ce bouquin-là. Les domaines de l'au-delà, des influences de la goutte d'or et des bonnes nouvelles. Barrière autour de Paris du dessous. Autre lieu et point d'intérêt. Voilà, donc il n'y a vraiment pas de... Il n'y a vraiment pas de donjon. Clac. Donc voilà, ça c'était le Paris du dessous. Qui est très cool, je trouve, en vrai. À lire, c'était très sympa. Enfin, je l'ai survolé parce que comme c'est... En fait, comme c'est une succession de lieux, etc., on ne le lit pas vraiment comme un roman. Tu vois, on regarde un truc, on va regarder la spécificité, etc. Et puis, ben, ça te donne des idées si tu as envie d'articuler ton bouquin sur sur un endroit spécifique de ce Paris des dessous, quoi. Voilà. Il n'y a que 3 bouquins en physique. Alors, on parle de la V2, enfin de la V2, de cette version-là. Il y a eu une première version, je crois, où il y en avait peut-être plus, ouais. Là, c'est la version, c'est pas une V2, mais ouais, comme tu dis, c'est remastered, je pense. Et enfin, le dernier, les Mystères de Londres, qui trouve son inspiration dans les feuilletons des journaux du 19e siècle, en fait. Mystère de Londres, pardon, et Nouveau Mystère de Londres. C'est un autre contexte, en fait, pour Into the Odd, donc un Londres dans les années 1830, je crois. Et où la cité est un territoire interdit qui est parqué derrière des murs géants, où il y a un fog. Vous savez, le fog, c'est l'espèce de le mythique brouillard londonien. Le fog est vorace de sang et où voilà, il y a plein d'arcanas qui gisent dans les souterrains de la civilisation, etc. Donc c'est un bouquin qui présente en fait les règles d'Into the Odd, hein, ses spécificités, etc. Vous avez des pré-tirés qui vont avec, vous avez des descriptions des différents quartiers, etc. Et surtout, il y a des campagnes. Il y en a 2. Une première avec 4. Ouais, il y a 2 campagnes. Il y en a une avec 4 scénarios et une avec 3 scénarios, je crois. Donc voilà, on va regarder la 4e de couverture d'ailleurs. Comme ça, c'est pas mal. J'adore le corbeau. Contexte, une campagne de 7 scénarios, voilà, donc 4 et 3 ça fait 7, d'exploration pour le jeu de rôle Into the Odd. Bienvenue à Londres dans les années 1830, pour l'instant j'étais bon. Un Odd Londres où la City est une zone interdite planquée derrière des murs, pour l'instant je suis bon. Où rôde un phoque vorace de sang, ça va. Où les arcanas des objets aux propriétés étonnantes gisent dans les souterrains de la civilisation. Et je suis pas mauvais hein, en fin de compte, hein. Vous êtes un enquêteur, un explorateur urbain à la façon des feuilletons du 19e siècle. Vos aventures vous mettront en relation avec des personnalités singulières de l'époque comme les érudits du cercle orphique ou la communauté jamaïcaine de Brixton. Vous confronteront à des adversaires aussi divers que la police de la Tamise ou des créatures venues d'ailleurs. Vous révéleront les mystères allant du passé de cette ville à de terrifiantes et imminents dangers. Graphiquement, il a l'air encore plus beau. Après, c'est une question de point de vue, mais disons qu'il est effectivement, quand tu mets les deux à côté, il est un peu plus travaillé. Celui-là, il est en pleine page bleue, alors que celui-là fait en entier. Et il y a un corbeau, effectivement. Et là, il y a une... je crois que c'est un papillon. Voilà. Allez, on est parti. Et il y a des petites fleurs et tout ça, c'est joli. Je sais pas si c'est la même chose pour les autres. Ouais, c'est marrant, vous avez l'intérieur, ça c'est le mystère de Paris, c'est comme ça. Et celui de le livre de base à l'intérieur, c'est comme ça. Donc à chaque fois, il change l'intérieur. Celui-là est très joli. Voilà, on reparle du Londres. Donc le Londres 1837, les options de règles, les personnages. Donc à chaque fois, vous avez les trucs spécifiques. Ça fait très Cthulhu hein, quand même quand on regarde hein, comme ça la présentation, les vieilles photos et tout.
On vous parle donc de Londres et des spécificités. La police, le Londres, voilà, la City. La City désigne une poche centrale située de part et d'autre de la Tamise. Voilà, vous avez la carte. C'est rigolo, hein, en hexagone encore une fois. On vous parle des sous-sols, la marque de l'étrange avec le fog, hein, indissociable de Londres, les sectes, etc. Les règles de base, donc les règles de perception pour Kiefer, avantages, désavantages, les profils des personnages, ça c'est un truc qui me plaît, parce que là on a des profils du coup. On a les combattants, les malandrins, les investigateurs et les arcanistes. Le système est identique. Hein. Armure, bouclier, les spécialités, etc. Vous avez les profils, voilà, les profils de combattants. Il arrive avec directement des valeurs fixes, en fait. On n'a plus à lancer les dés, à être des tributaires du, comment dirais-je, du hasard. La fiche de personnage qui est simple mais classe, et qui pour le coup est écrit à l'endroit. Ouais, nom, les points de vie, les dex, etc. Profil, caractéristiques, contact, l'équipement, les niveaux ici. Voilà, très très simple. Hein. Le jeu est très rapide à prendre en main, il va très vite. Ça c'est bien. Ah oui, la petite particularité, j'ai oublié de vous en parler, mais en termes du système, quand il y a un combat, vous faites pas de jet, vous touchez automatiquement. Voilà, le parti pris du jeu c'est ça. Il n'y a pas de jet pour toucher, vous touchez automatiquement. Le seul jet qui est fait, c'est pour savoir les dégâts que vous allez infliger en touchant à votre adversaire. Voilà. Donc c'est plutôt rigolo. Voilà, l'équipement, les spécialités, l'expérience, etc. Les personnages, donc vous avez les pré-tirés. On a Octavius Quaterman. On a Joshia Navromichalli. On a Esther Corbin. On a Barnabas Corbin, du coup. Ils ont probablement un lien de parenté. On a Cox. Voilà, donc on a des pré-tirés. Moi je trouve ça cool. On peut jouer directement. Voilà, guide Orsay, donc on vous parle un petit peu voilà, du Londres, etc., les événements récents, les mystères, etc. Vous avez ça, je pense que la campagne elle a déjà commencé là. Oui, j'aime bien. Ah, ça, tu vois, j'aime bien. C'est un petit donjon. Il a pas l'air trop gros. Je sais pas, il y a un truc qui me plaît bien. Celui-là, je crois que c'est le supplément que je préfère, le mystère de Londres. Parce qu'en plus, il y a du scénario, quoi. Après, tu me diras, il n'y a pas forcément besoin de beaucoup de scénarios pour faire du donjon, mais ce sera l'objet d'une autre discussion. Voilà, Mystère de Londres. On continue. Visuellement, il est cool, hein, en vrai. Je sais pas ce que vous en pensez, vous me direz dans le chat. Ça donne un effet Bloodborne. Voilà. Avec à chaque fois, vous avez les petits donjons, les petites créatures, et des trucs bien dégueux hein, quand même. Hein. L'amalgame monstrueux. Vous avez des cartes. Vous voyez, les cartes, c'est ça qui sont. C'est des cartes qui sont disponibles. Vous pouvez les avoir, hein, les cartes d'arcane. Les points d'intérêt. Salle de lecture, la rose-croix, etc., etc. La pièce. Donc je passe volontairement parce que là on est dans la campagne, on est dans les scénarios quoi. Donc le but c'est pas de vous spoiler. La police de la Tamise, voilà. Encore une petite battle map. Un joli petit corbeau. Ça fera plaisir à Liana. Ouais, à chaque fois vous avez la caverne haute, la caverne double, la caverne ci. Des petits... Visuellement il est classe, hein. Franchement il déchire. Hein. Voilà, donc le vaudou. Oh, il y a du vaudou, ça c'est bien. Ah bah oui, forcément, puisqu'il y a des Jamaïcains. Je me rappelle plus sous quelle forme ils ont. Je crois que c'est un gang ou une. Je me rappelle plus trop quelle forme ils ont, mais c'est cool le vaudou. Ça ajoute une touche vraiment très, très chouette. J'adore cette ambiance, il est beau. Ouais. Bon, ben clairement, wishlist celui-là aussi. Bah, disons que celui-là. Voilà, on arrive à la fin du bouquin. Donc voilà, c'était Into the Odd. Hop, on va repasser en plein écran. Alors, Into the Odd, qu'est-ce que j'en ai pensé? Comme je vous ai dit, moi les donjons à la base c'est pas ma cam, mais je pense que si on se met dans un certain mood, si on arrive à s'entourer de personnes qui sont dans le même mood, etc., c'est un truc qui peut donner quelque chose de très chouette, je pense. C'est un peu comme un roguelike, où vous essayez d'aller le plus loin possible à chaque fois, descendre dans ces trucs. Le bouquin Into the Odd de base,
Je pense que ça peut être une première entrée justement pour découvrir en douceur le jeu, faire le donjon, voilà, prendre un peu, faire un peu connaissance avec l'ambiance. À titre perso, moi je pense que si je décidais de m'y plonger dans ce jeu, je commencerais, je commencerai par le livre de base forcément, mais j'enchaînerai très vite, je pense, sur les mystères de Londres, parce que voilà, entre le jeu, le supplément de contexte et le fait qu'il y ait des scénarios, ça a ma préférence. Je pense que je préférerais jouer directement sur celui-là pour pouvoir jouer rapidement en fait. Jouer vite, pas me prendre la tête et puis voilà, m'amuser. Et après, je pense que si le jeu vous a plu, si vraiment vous êtes vraiment dans le mood, etc., le pari du dessous est excellent en termes de supplément de contexte, mais va demander plus de travail du coup à la OMJ en fait. Parce que il faut créer en fait autour. Donc c'est bien aussi parce que ça donne l'occasion de créer des trucs, etc. Mais du coup voilà. J'ai été très agréablement surpris, j'étais très curieux de Into the Odd parce que ça faisait très longtemps qu'on m'en avait parlé. Et justement, moi, le côté donjon m'attirait pas du tout. Ce qui m'a donné envie de m'y intéresser et d'en parler avec les 12 singes, justement, c'est le financement participatif qu'il y a actuellement. Donc Dangerous Gary qui utilise donc Into the Odd avec une proposition qui lui est bien spécifique. Et comme ça utilisait les bases de Into the Odd, je me suis dit, quand même, Manitou, tu viens de faire une interview, mais tu connais rien en fait à Into the Odd. Ce serait quand même pas mal que tu te documentes, etc. Et voilà, je suis venu comme ça à m'intéresser d'Into the Odd, alors que la proposition de base c'est pas quelque chose qui d'ordinaire me parle, mais même si la première lecture, je vous ai dit, m'a laissé un peu, voilà, je savais pas trop quoi en penser. Le lire une deuxième fois en essayant de sortir de ma zone de confort, en essayant de sortir de ce que j'ai l'habitude de jouer habituellement, c'est-à-dire des trucs très RP, plus social, plus enquête. J'avais jamais vraiment eu la chance de faire de donjon ou quoi. Je me suis dit, bah ouais, si tu mets tout ça à part, hein, si tu te dis, bon bah voilà, on fait du jeu de rôle, mais on fait une autre expérience du jeu de rôle, un peu comme le solo, un peu comme le narratif, en fin de compte, voilà, faut être un peu ouvert à différentes expériences. Je me suis dit, bah ok, tu mets tout ce que tu connais de côté, tu vois le jeu comme un nouveau truc, un truc d'exploration, un truc de donjon. Tu te mets dans le mood avec une équipe qui elle aussi a envie d'être là-dedans. Et voilà, votre but c'est d'aller le plus loin possible, c'est d'explorer le donjon. Et je me suis dit, bah ouais, effectivement, si on part de ce postulat-là, si on se met dans cette façon de penser, bah en fait le jeu est cool. Moi je vais essayer d'y jouer parce qu'il m'a, en plus, je veux dire, en termes de préparation, il n'y a que dalle. Hein. Vous avez une battle map, vous dirigez dessus, les descriptions sont dans le bouquin. Proposition de jeu sur Discord. Ah, attends, qu'est-ce que vous dites? Clairement, tu me dis on fait du donjon, je vais me mettre dans l'ambiance, mais faut pas me dire on fait du jeu de rôle pour faire du donjon ensuite. Je comprends ce que tu veux dire. Et c'était un peu la même réflexion que je me suis fait. Effectivement, je pense que ça fait partie du contrat social. Si vous voulez faire du donjon, faut le dire clairement et que les PJ soient dans le mood. Après, on va pas revenir sur cette discussion parce qu'il y a bien évidemment moyen de faire du RP dans un jeu qui propose que du donjon, bien évidemment. Mais c'est pas le cœur du jeu, c'est pas la proposition même, quoi. Donc voilà. Merci beaucoup aux 12 singes en tout cas pour leur confiance parce que voilà, j'étais très curieux. Ils savaient très bien en me le filant que c'était pas ma cam à la base, hein, donc ils ont quand même pris le risque. De toute façon, si le jeu ne m'avait pas plu, si je l'avais pas aimé, j'en aurais même pas parlé en fin de compte. Je l'aurais ramené aux 12 singes et voilà, j'en aurais juste pas parlé. Moi, le jeu me plaît, je le trouve intéressant, j'ai envie de le tester. Je vois déjà les gens avec qui je pourrais proposer ça. Je pense Scarlock, par exemple, qui pourrait vraiment, je pense, kiffer ce truc-là. Les autres, je sais pas trop, parce que la plupart des gens avec qui on joue habituellement aiment le RP, aiment le narratif, etc. Donc, je vois pas bien Kiefer à ce jeu. Me trompe peut-être, mais je vois pas trop Kiefer à ce jeu. Mais voilà, je pense que je vais essayer à l'occasion, et puis si on l'essaye, vous serez les premiers au courant, puisqu'on le fera probablement en live. Voilà, pas de promesses par contre, parce qu'on a quand même un planning qui est très chargé. Et voilà, j'espère que ça vous a plu, merci à toutes, merci à tous, et je vous fais des gros bisous, je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao tout le monde!